Mathieu Bock-Côté. Pour lui, les idées n'ont pas de frontières. Au contraire, les idées mènent le monde. Réflexion, observation, échange, critique, solution. Mathieu Bock-Côté. Pierre Poilievre et Yves-François Blanchet ont eu plusieurs bonnes prises de bec ces derniers temps, entre autres sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on devrait avoir un débat, un face-à-face entre Pierre Poilievre et Yves-François Blanchet? De Montréal, je rejoins à Paris Mathieu Bock-Côté. Salut Mathieu. Bonjour! Hey, moi, c'est ça, là, je sors le popcorn. Ouais, Ça mais promet. c'est intéressant parce que c'est une séquence politique intéressante, en fait, qu'on a devant nous. Donc, le choc visible sur les réseaux sociaux depuis quelques semaines déjà entre Yves-François Blanchet et Pierre Poilievre. Pierre Poilievre qui est parti à la chasse au vote bloquiste et Yves-François Blanchet qui défend son vote, ce qui est tout à fait normal. C'est la politique musclée. Puis on n'est tellement pas habitué à ça au Canada et au Québec que là, certains disent « Ah, polarisation ». Non, la politique, c'est la forme civilisée du conflit qui traverse une société. Hein? Donc, qu'est-ce qu'on voit? On connaît la formule. Hein? C'est Clausewitz qui disait « La guerre est la poursuite de la politique par d'autres moyens ». Et Lénine l'avait corrigé en disant « La politique est la poursuite de la guerre par d'autres moyens ». Et là, j'ai l'impression qu'on est dans un entre-deux. Donc, ce qui est certain, c'est qu'on est dans un conflit très réel pour le vote bleu au Québec. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Dans les circonstances, une séquence. Les deux se tapent dessus. Emmanuel Latraverse, notre collègue, ça vaut la peine de le noter parce que franchement, c'est celle qui était capable de conceptualiser la chose en disant globalement la stratégie de Poilievre, c'est d'attaquer le bloc là où il n'a jamais été attaqué. Parce que le bloc était attaqué sur, en disant sa pertinence, mais en disant les nationalistes ont leur place à Ottawa. On l'attaquait en disant oui, mais la souveraineté c'est pas bien, mais l'indépendance, on a parfaitement le droit d'être pour. Mais là, Poilievre attaque en disant non, ce qu'on vous attaque sur votre bilan de vote parlementaire à Ottawa. Et ce bilan, c'est un bilan qui est celui du troisième pilier du progressisme pan-canadien. Donc, en gros, vous êtes le troisième pilier de la gauche pan-canadienne. Vous brandissez le drapeau québécois à Québec en élection, mais sur le fond des choses, quand vous fonctionnez à Ottawa, vous n'êtes pas vraiment différent des deux autres. C'est une attaque injuste et injuste au sens où défendre les frontières du Québec, défendre l'identité québécoise, défendre la langue française, critiquer l'immigration massive, critiquer le multiculturalisme, c'est pas des détails, là, c'est même fondamental, c'est absolument essentiel. Puis dans un pays normal, j'ajouterais qu'un parti conservateur s'occuperait de ces choses-là. Mais on est au Canada, puis le parti conservateur, sur ces questions-là, est soit discret, soit absent, soit progressiste. Mais par ailleurs, de l'autre côté, qu'est-ce qu'on voit? On voit Pierre Poilievre qui attaque sur des points où le Bloc, effectivement, a un dossier plus fragile, plus faible. Et là, donc, le débat progresse. Et hier soir, à la joute, j'y étais, j'en témoigne, comme qui dirait, Thomas Mulcair dit, eh bien, là, ces deux-là en sont presque, ils sont à la veille de s'en prendre au bossé, à en jeter les gants, puis aller au point. Paul Larocque intervient en disant, mais en fait, plutôt que de les voir se taper dessus l'un sur l'autre, on pourrait organiser un débat à la joute ou au bilan. Et là, Yves-François Blanchet sur Twitter dit « Mais parfait, un tel débat, je suis d'accord. Il faut juste qu'on fixe des paramètres pour que ça soit à temps égal, tout ça. Mais ce débat peut et doit avoir lieu, je suis favorable. » Donc là, la séquence nous conduit à la prochaine étape. Que répondra Pierre Poilievre? Pierre Poilievre qui est en stratégie de conquête pour gagner le Québec, qui veut gagner les Québécois francophones et même les Québécois francophones nationalistes plutôt conservateurs. Il veut les avoir. C'est un électorat qui existe. Bon, ben, ce débat, à ce moment-là, M. Poilievre ne doit pas se dégonfler. Je veux dire, dans le scénario Back to the Future, quand on lui dit « Mauviette, McFly », eh ben, il ne doit pas dire « Personne ne me traite de mauviette » et il doit se battre aussi. Ouais, on a les références qu'on a. Donc, moi, je pense que là, d'acteur est superbe. Ah, je n'irai pas jusque-là. Mais quoi qu'il en soit, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Donc là, est-ce qu'il est prêt à débattre avec Yves-François Blanchet qui dit « Parfait ». Effectivement, on a deux visions qui se confrontent. Ces deux visions sont vraiment contradictoires et pourtant c'est le même électorat qui est sollicité en partie. François Blanchet plastronne avec raison en disant mais pour l'instant les sondages me mettent premier. Mais c'est dur de contester le fait, le constat qu'il y a une poussée de Poilievre qui n'est pas une poussée portée par des médias complaisants. Au contraire, les médias font tout pour présenter Poilievre comme un infréquentable, comme un ultra-conservateur dangereux, un Trump du Grand Nord. Bon. Donc là, il y a un phénomène réel.
qui mord déjà un peu sur le Québec francophone, mais qui n'a pas l'effet d'une vague. Donc là, par ailleurs, sachant que les Québécois votent souvent sur le mode en bloc, là, c'est-à-dire, on s'en souvient, quand ils quittent le Parti conservateur en 93, soutien très fort pour le bloc. Ensuite, division pendant un temps entre le bloc et les libéraux, tout ça. Et là, en 2011, nouveau moment de bascule avec le NPD. Et donc là, est-ce que les conservateurs misent sur un moment de bascule comme ça qui leur serait favorable à la prochaine élection fédérale? Mais entre-temps, ce combat des chefs avant l'élection, je pense que ce serait un vrai moment politique. Donc, pas juste un moment de télé, là. Pas juste un moment genre qui plairait aux commentateurs, c'est un vrai moment politique, un moment où l'histoire du Québec est en train de rebasculer. Et je pense que Pierre Poilievre devrait accepter. Je vois très bien ce débat animé soit par Paul Larocque, soit par notre collègue Emmanuel Latraverse qui a nommé la chose. Hein. Donc, ayant nommé la chose, elle pourrait particulièrement bien mener ce débat. Mais bon, Paul Larocque ou Emmanuel pourraient mener ça et ce serait, je pense, pour tout le monde, un vrai moment de clarification politique sur la dimension québécoise du phénomène Poilievre. Et par ailleurs, le caractère, il ne faut jamais l'oublier, le Bloc, c'est pas un parti parking. C'est un parti durable. C'est un parti qui exprime les intérêts des nationalistes québécois à Ottawa dans tous les pays multinationaux où il y a une nation minoritaire. Elle a son parti sur la scène fédérale ou centrale. C'est le cas en Grande-Bretagne avec... c'était le cas en Grande-Bretagne, pardonnez-moi. C'était le cas en Espagne avec les Catalans, les Basques. Et bien là, ce serait intéressant de voir ce débat-là au Canada, au Québec. Allons voir la suite, mais j'espère que la question sera posée à M. Poilievre dans les prochains jours. Et on attend sa réponse. Mathieu, tu as parlé de retour vers le futur tantôt. Faisons un petit retour en arrière. 2018, promesse électorale de la CAQ, cure minceur à la fonction publique. Or, on avance la cassette à 2024. C'est pire que jamais. Ah, mais moi, ça me renverse. Parce que c'est pas. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas un phénomène spécifiquement québécois. Partout dans le monde occidental, l'État est en croissance. Quand on dit que l'État est en croissance, c'est pas qu'il est tellement efficace dans sa manière d'intervenir dans la société qu'on lui demande de multiplier les missions ciblées qui lui permettraient de régler des vrais problèmes sociaux qu'il est le seul à pouvoir régler. Non! C'est que la croissance de l'État est devenue à elle-même un problème. C'est-à-dire qu'on a un phénomène d'obésité bureaucratique, d'entropie bureaucratique. L'État justifie sans cesse son expansion. Il n'est plus capable de se maîtriser. Il n'est tout simplement plus capable de se maîtriser. Il n'est plus capable de limiter sa croissance. Il ne cesse de trouver de nouvelles raisons d'intervenir dans la vie des gens. Et là, je précise, ça ne vient pas d'une forme de direction centralisée, le complot central de l'État qui veut se mêler de la vie des gens. Les phénomènes sociaux sont beaucoup plus complexes. On est en fait devant une structure politique, une structure administrative, où il y a toute une série de petits chefs qui ne cessent de justifier leur raison d'être en multipliant des normes, en multipliant des règlements, en réclamant des nouveaux budgets. Tout ça remonte dans le vaste appareil étatique qui, par ailleurs, comme tout organisme vivant, entre guillemets, cherche à croître et ne veut pas mourir. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on cherche les financements. Et au final, l'État ne cesse de croître. L'État ne cesse de croître alors que le citoyen normal, victime de braquage fiscal, lui, ne cesse de payer. Et si on n'est pas capable de voir que... Puis, je le précise, c'est pas un libertarien qui parle ici. Je ne suis pas un socialiste, là, mais j'ai jamais été libertarien. Je crois à l'État, je crois aux politiques, je crois aux fonctions de l'État. Mais là, on est un État qui se tire dans les pattes, qui se scie les jambes, qui devient un État parasitaire pour la société. En fait, c'est un État vampire, en fait, plus exactement. Il dévore la société de ses énergies. Et on comprend à l'échelle de l'histoire, c'est que l'État s'est emparé de l'État-providence s'est emparé de l'ensemble des fonctions qui relevaient de la société civile autrefois, des communautés, des familles. Mais une société où il n'existe que l'individu titulaire de droit et porteur de doléances, et un État qui dit oui, qui dit non, et entre les deux, des lobbies qui ne cessent de faire pression pour que l'État ne cesse d'étendre son action, ben c'est une société qui n'est pas viable. J'ajoute une chose, on parle beaucoup de Québec là-dedans, c'est encore pire à Ottawa. C'est encore pire à Ottawa. Donc moi, tous mes amis, justement, j'en ai quelques-uns, libertariens, vous connaissez la droite de Québec, comme on dit. La droite de Québec qui s'inquiète du trop d'États au Québec. Je suis d'accord, mais il ne faut jamais oublier qu'au Canada, il y a trop d'États, il y en a deux. Et il y en a un qui relève, lui, de l'inutilité bureaucratique institutionnalisée, c'est Ottawa. J'espère que tous mes amis critiques de l'étatisme québécois ne vont pas oublier de critiquer l'étatisme canadien, qui lui, par ailleurs, est un étatisme encore plus toxique parce qu'il fonctionne sur le mode de la superstructure post-nationale fédérale. J'espère que les critiques de la taille exagérée de l'État au Québec vont s'en prendre aussi à la taille exagérée de l'État canadien. C'est même essentiel.
On connaît le phénomène déplorable de revenge porn. Est-ce qu'on a aussi un autre phénomène, la revanche littéraire? Ouais. Alors, Johanna Silva, c'est un livre que j'ai lu il y a quelques jours. OK. Alors, je précise, comme ça, donc, pour qu'on voit bien, L'amour et la révolution. Je te fais le portrait. Johanna Silva, c'est une figure culturelle française qui a été en couple avec François Ruffin. François Ruffin, c'est un député d'un parti équivalent de la France Insoumise, qui était la France Insoumise, l'équivalent de Québec solidaire, donc qui est député de la France Insoumise, donc gauche radicale, mais tendance gauche populaire plutôt que sacralisation des minorités. Donc il y a quelque chose, c'est un ancien journaliste, un documentariste, un homme de grand talent. Il y a eu une histoire pendant quelques années avec cette femme, Johanna Silva. Et bon, c'est une histoire, puis comme toutes les histoires au monde, ben, il y en a un qui aime plus que l'autre, puis ils se comprennent pas parfaitement. Puis c'est une histoire qui se termine pas bien sans se terminer mal. C'est une histoire où les deux se comprennent pas parfaitement. Autrement dit, c'est une histoire comme il y en a des tonnes. Eh bien, Madame Silva, pour régler ses comptes après coup, décide de raconter l'histoire. Donc, même dans un récit qu'elle publie aux éditions textuelles, sans même avoir le souci d'avoir une forme de transfiguration littéraire. Donc, à la rigueur, elle aurait pu l'appeler François, elle aurait pu l'appeler, je sais pas moi, Jérémy ou Gaétan ou Pierre ou pas trop. Bon, Là, il s'appelait et elle François. aurait pu chercher. Elle raconte l'histoire sur le mode du récit, sur le mode du journal intime. Et moi, ça me frappe parce que la littérature s'alimente d'histoires vraies, mais ensuite qu'elle soit transfigurée par le génie littéraire. Ça, c'est l'histoire de la littérature, j'ai pas de souci. Mais si c'est rendu que chaque personne qui, au terme d'une histoire, peut se donner le droit de la raconter dans l'espace public, de violer l'intimité des uns des autres, sur le mode de la thérapie et sur le mode de j'ai découvert qu'en fait j'étais prisonnière d'une structure patriarcale dans mon amour avec lui, parce qu'il y a toujours une espèce d'élément de néo-féminisme là-dedans qui justifie tout. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose d'inquiétant. La revenge porn, c'est absolument atroce, c'est le moins qu'on puisse dire, mais la revanche littéraire, c'est-à-dire la revenge littérature, là, où quelqu'un décide finalement de raconter l'histoire comme ça, sans même prendre la peine de la farder, sans même prendre la peine de la transformer de telle manière qu'il y a au moins une distinction entre le récit personnel et le récit littéraire. Pour moi, ça, c'est un vrai enjeu culturel et de société, parce que si on considère qu'il est désormais normal de tout exposer ce qu'on a vécu avec quelqu'un sur la place publique et d'ouvrir les vannes de l'intimité, tout le monde a le droit de regarder ça, je pense qu'il y a dedans un manque de respect, non seulement pour la personne qu'on a déjà aimée, mais à la rigueur, bon, ça, c'est la bête humaine, mais ce manque de respect pour ce qu'est la littérature, et c'est finalement la transformation de la société en immense confessionnal où on va raconter son histoire triste. Je pense que c'est un phénomène qui mérite d'être observé, parce que pour l'instant, c'est en train de devenir un phénomène littéraire en France, et c'est pas une bonne nouvelle. Par curiosité, Mathieu, tous les livres que je vois derrière toi, c'est juste ceux que tu as lus cette semaine. Hein? Ah non, ça, je me regarde. Ça, c'est une partie. J'essaie d'aménager cette partie. Les appartements parisiens, les appartements québécois, c'est pas la même chose. Hein. Donc là, j'essaie d'aménager les choses pour que ça déborde pas partout, en toutes circonstances, de toutes les manières. Mais c'est un mur vaguement présentable de mon appartement, mais je t'évite les autres. Salut Mathieu, bon épisode à toi. Bye bye.